J'aime beaucoup écrire pour les enfants et les adolescents. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils n'aiment pas lire. Et quand on leur demande « mais qui lit des BD ?» Et là, on a pratiquement la moitié de la classe qui lève la main. Et quand on dit « qui lit des mangas ?» on a pratiquement les 3/4 de la classe qui lèvent la main. Donc je leur dis « vous voyez, vous êtes des lecteurs et des lectrices. » Moi, mon premier grand choc à l'école, ça a été le jour où on m'a dit s'il y a 100 filles dans une pièce et un garçon, on va dire « il » en fait. Mais pourquoi ? Chaque fois qu'on me dit que c'est le premier livre qu'on a aimé lire, c'est sûr que ça me retourne comme une crêpe à chaque fois, vraiment. Bonjour Sandrine. Bonjour Clément. Vous nous recevez chez vous, dans la région de Besançon, dans votre salon qui est aussi votre bureau. Vous avez un amoureux, 4 enfants qui sont bien grands maintenant, et vous avez aussi des milliers de lecteurs, et ça aussi, le nombre grandit. Des lecteurs, il y en a certains qui sont pas bien grands, d'autres un peu plus âgés, qui découvrent à la fois la vie et le plaisir de lire des histoires. Et puis, il y a ce groupe toujours surprenant qu'on appelle les adolescents, et à qui on peut raconter des choses pas forcément faciles, mais qu'ils connaissent bien, souvent parce qu'ils les vivent. On va parler un petit peu de tous ces enfants-là. Au total, des livres, vous en avez écrit plus d'une centaine, 120, vous me disiez, obtenu plus de 40 prix littéraires, et vos ouvrages sont désormais traduits en une dizaine de langues, dont le bolivien, le chinois ou encore le grec. Ça fait 15 ans que vous écrivez des romans dits jeunes publics, et on va en parler longuement dans cette interview. Vous allez nous expliquer comment vous travaillez, nous faire mieux connaître l'univers de l'édition, et aussi finalement nous parler de nous, parce qu'on a tous été une fois dans notre vie cet enfant saisi par un livre. D'ailleurs, ma première question, Sandrine, c'est celle-ci. Vous, c'est lequel le premier livre qui vous a saisi quand vous étiez une jeune fille ? Alors, c'était même quand j'étais une petite fille, parce qu'en fait, c'est le premier que j'ai réussi à lire toute seule. Et c'était Jojo Lapin. Jojo Lapin, c'était une série de romans, en fait, avec un petit lapin très rusé. Il y avait 2 autres personnages dans l'histoire, il y avait un renard et un ours. Et en fait, ce tout petit lapin arrivait toujours à s'en sortir dans ses aventures. Et moi, ça a été vraiment un coup de foudre pour la lecture, les histoires. Ça a démarré tout de suite. Alors, on va en reparler plus tard dans cette interview, mais est-ce que ça veut dire que chaque fois que vous vous mettez à l'ouvrage, vous pensez à essayer de reproduire le plaisir que vous avez eu enfant devant Jojo Lapin ? Je crois que c'est ça, en fait. Je crois que c'est exactement ça. En fait, j'ai envie... ça a été tellement un truc fou dans ma vie que j'ai envie de retransmettre ce plaisir-là, effectivement, à mes lectrices et à mes lecteurs. Alors, la lecture, ça a d'abord été un plaisir, mais ça n'a pas été d'abord un métier. Est-ce que vous étiez une enfant qui lisait beaucoup ? Oui, parce que je suis fille unique et mes parents étaient des grands lecteurs. Et donc, avant de savoir lire, je me suis beaucoup ennuyée. Parce que ils étaient plongés dans les livres et moi à côté, voilà. Et à partir du moment où j'ai lu, je me suis dit trop bien, quoi. Plus jamais je ne m'ennuie. Et ça m'a fait cette chose qu'on découvre en lisant, c'est-à-dire qu'on a l'impression de vivre les aventures des héros qu'on est en train de lire. Et ça m'a vraiment transportée, j'ai adoré ça. Alors on est un peu de la même génération, Sandrine, ça veut dire quoi ? Vous avez été bercée enfant par la Bibliothèque Rose, la Bibliothèque Verte ? Ouais, tout à fait, ouais. Exactement. Après, j'ai lu Le Club des 5, évidemment, parce qu'il n'y avait pas énormément de choix à cette époque. Et j'adorais, c'était plein d'aventures. Il y avait des filles avec du caractère dans les histoires, ça c'était important. Fantomette, vous lisiez Fantomette ? Alors Fantomette, j'en ai très peu lu. C'est dommage parce que je me dis que ça m'aurait beaucoup plu. Vous avez vu que j'ai des belles références. Ouais, pas mal. Mais en fait, très vite, j'ai basculé dans la bibliothèque de mes parents, parce qu'il y avait vraiment pas grand-chose en littérature jeunesse. Et alors, on s'attaque à quoi à ce moment-là ? Eh là, le grand choc, ça a été La vie devant soi, de Romain Gary. Ça a été vraiment l'histoire qui m'a bouleversée. J'ai vécu des émotions comme j'en avais pas vécu jusqu'à maintenant. Vous aviez quel âge ? Je devais avoir 10-11 ans, quelque chose comme ça, ouais. Donc, passer du rire aux larmes, découvrir des sentiments forts, une histoire avec déjà un enfant. Donc, peut-être que c'est pas aussi anodin. Un enfant et une grand-mère. Et c'est vrai que moi, c'est des liens qui me touchent beaucoup, ce qui se passe entre les grands-parents et les petits-enfants. Donc voilà, ça a été un gros coup de cœur. C'est-à-dire que très vite, vous êtes allé piocher des livres qui n'étaient pas vraiment pour vous, quand même. Oui, mais je suppose comme plein de gens de notre génération, comme vous le disiez. Parce qu'effectivement, on n'avait pas... si on avait envie de lire... il n'y a pas 36 possibilités. Donc... C'était la façon la plus simple de s'échapper, de toute façon. Au niveau des études, est-ce que vous êtes une étudiante très littéraire aussi ? Est-ce que vous avez une formation littéraire ? Alors, j'ai pas de formation littéraire parce que c'était mon rêve, en fait, de devenir écrivaine quand j'étais toute petite. Mais je me suis rendu compte après le bac qu'il n'y avait pas du tout de formation qui était prévue. Aujourd'hui, ça existe, mais ça n'existait pas du tout. Et donc, j'ai pensé que c'était plutôt un héritage familial, c'est-à-dire qu'un père ou une mère pouvait expliquer à son enfant comment il faisait. Et comme mes parents travaillaient pas là-dedans,
je me suis dit, non, c'est pas pour moi. C'est quoi vos parents, c'est pas indiscret? Alors, ma maman a fait pas mal de boulots différents, et puis mon papa travaillait pour France Télécom. Donc rien à voir avec la littérature. Si romancière n'était pas forcément un métier, la jeune Sandrine Beau voulait faire quoi de sa vie? Du coup, je me suis dit, comme vraiment ce qui me plaisait, c'était les histoires, et raconter des histoires, je me suis dit, je pourrais être réalisatrice de cinéma. Et à cette époque-là, il y avait une seule école qui s'appelle la Fémis, sur Paris. Je pense que j'étais pas la seule à vouloir rentrer dans cette école. Ils prenaient 20 personnes seulement dans l'année. Et donc, j'ai fait 2 années de fac. Il fallait ce diplôme-là. Et ensuite, j'ai passé les différentes étapes du concours. Il y en avait 4. Et je me suis vautrée avant la 4e. Donc, je n'ai pas pu rentrer à la Fémis. Est-ce que 40 ans après, c'est une souffrance, ça? Non, c'est pas une souffrance parce que j'ai eu une autre vie, pas du tout. Enfin, j'ai fait des choses que j'avais jamais imaginé faire. J'ai pris beaucoup de plaisir dans les différents métiers que j'ai faits. Et puis peut-être, je sais pas, peut-être qu'un jour, l'écriture m'emmènera aussi vers le scénario de cinéma. Peut-être qu'il y aura comme un petit pont qui ira de l'écriture à mes premières envies. Alors, comme vous aviez beaucoup de choses à dire, ça n'a pas pu se faire par le cinéma, mais je crois que ça s'est fait par la radio, c'est ça? Vous avez une première vie de radio. C'est ça, j'ai fait de la radio pendant presque 18 ans, et c'était un grand bonheur. Alors, il y avait beaucoup d'écriture, parce que c'est vrai qu'on imagine souvent que les gens se mettent devant le micro et parlent comme ça, mais non, il y a beaucoup de préparation. Et puis, j'ai fait un billet d'humeur pendant 2 ans, billet d'humeur quotidien, donc ça, c'était vraiment aussi un énorme boulot d'écriture. Et je me suis régalée parce que j'ai fait plein d'émissions différentes, avec plein de gens différents, sur des sujets complètement différents, des auditeurs aussi au téléphone, et c'était vraiment des années de grand bonheur. Mais on peut le dire, d'ailleurs, peut-être que les gens vont le remarquer avec votre voix, ils vous ont peut-être déjà entendu, parce que vous avez travaillé notamment beaucoup en Bourgogne-Franche-Comté. Oui, c'est ça, j'ai été longtemps sur Ici Besançon, qui à l'époque s'appelait France Bleu Besançon. Et c'est possible, effectivement, ça m'arrive encore quelquefois que des gens... entendent ma voix et me reconnaissent. Alors au bout d'un moment quand même, il y a la radio, mais il y a quand même l'envie qui revient chevillée au corps d'écrire, quoi. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai 4 enfants, et moi j'aimais tellement lire que c'était obligé que je lise des histoires à mes enfants. Et j'ai découvert à cette occasion-là que la littérature jeunesse avait complètement changé, qu'il y avait des tas d'albums possibles, des tas de romans sur tous les sujets, même des sujets qu'on pourrait imaginer tabous pour les jeunes, qu'il y avait des illustrations absolument magnifiques. Et l'envie d'écrire, en fait, des histoires m'a repris à ce moment-là, quand mes enfants étaient petits. Donc j'ai commencé à écrire des histoires que je leur lisais juste à eux. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, mais si j'essayais? Et c'est laquelle, la première histoire que vous avez écrite? Alors la première histoire que j'ai écrite, elle n'a pas été publiée. Mais la première qui a été publiée, ça s'appelle L'Hippopotain. Et c'est un petit roman à partir du CE, on va dire, pour les enfants qui commencent à écrire. Et ça parle à la fois de la confiance en soi, de l'image qu'on peut avoir sur les autres et de la grossophobie. Voilà, c'était un sujet dont j'avais envie de parler. Dès le premier, il y a eu déjà la patte Beau, si j'ai envie de parler un peu. Ça, c'est pas très joli à dire, la patte Beau, mais la patte Sandrine Beau. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à parler de thématiques importantes, sociétales, quoi. Ouais, tout à fait. Je trouve que c'est plus intéressant. Enfin, Alors j'aime bien écrire aussi des histoires où il y a de l'humour, pour les tout petits par exemple. J'aime bien faire des albums avec une chute un peu sympa. Mais dès que c'est la forme du roman, c'est vrai que souvent il y a des thématiques qui se greffent. J'y pense pas forcément au début, mais ça arrive presque comme ça, intuitivement, quoi. Alors j'ai bien compris pour le premier album publié, mais j'aimerais quand même savoir de quoi parlait la première histoire de Sandrine Beau. Alors la toute première que j'avais écrite, j'avais écrit quelque chose en lien avec mes enfants. Parce que 2 de mes enfants ne sont pas fabriqués maison et 2 sont fabriqués maison. C'est-à-dire donc les 2 plus grands n'étaient pas toujours à la maison. Et ma première fille, fabriquée maison, donc qui s'appelle Loli, était très malheureuse quand ses frères et sœurs partaient. Et donc j'avais écrit une histoire sur ce sujet-là. Ce qui est bien la preuve que quand on raconte des histoires aux enfants, on peut parler justement de choses importantes qui les touchent. Oui. Et que ça va aller, oui, c'était finalement prédestiné. Justement, écrire, vous aimez toujours bien écrire pour des publics très différents. Vous êtes à la fois, on peut retrouver une même année des livres avec estampillé Sandrine Beau, mais pour les tout petits et pour les ados. En fait, je me suis rendu compte que que je m'ennuyais assez vite dans la vie et que si je fais toujours la même chose, voilà, au bout d'un moment, c'est plus très excitant. Donc c'est vachement sympa en fait de faire des choses différentes et d'écrire pour les tout petits, c'est pas du tout le même travail que d'écrire pour les plus grands.
Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et c'est pour ça, je pense qu'il y a des choses vraiment différentes dans ce que j'écris. Je reviens au moment où vous commencez à écrire. Moi, bêtement, je pensais que vous aviez progressivement laissé tomber la vie professionnelle classique, entre guillemets, pour devenir romancière, mais non, vous avez décidé, vous arrêtez et vous vous dites, je vais devenir romancière. C'est un peu ce qui s'est passé, effectivement. Ça faisait 18 ans que je faisais de la radio, j'y prenais beaucoup de plaisir, mais peut-être qu'à un moment, j'ai eu l'impression aussi d'avoir fait peut-être un peu le tour. Et comme j'aime bien que les choses changent, on a décidé avec mon amoureux, qui a bien voulu qu'on fasse ce choix-là, que j'arrête la radio. Et il m'a fallu à peu près 4 ans pour qu'on retombe sur nos pattes financièrement. Voilà. C'est quand même un risque. Oui, c'était un risque, c'est vrai. Mais un besoin. Mais c'était un besoin, puis c'était un pari. Puis au final, quelle bonne idée d'avoir fait ça, quoi. Une trop belle aventure. Parce que ça fait maintenant 15 ans que vous vivez, vous êtes professionnel, enfin c'est devenu votre métier. Tout à fait. Ouais. Alors comment est-ce que vous organisez ça ? C'est-à-dire, est-ce que vous faites partie de ces romanciers, tels Amélie Nothomb par exemple, très calibrés, enfin qui organisent leur journée de travail comme une vraie journée de travail ? Est-ce que c'est au petit bonheur la chance ? Comment ça marche, une journée d'écriture pour Sandrine Beau ? Alors moi, généralement, je commence par ça. J'aime bien écrire d'abord. Je trouve que c'est là que mon cerveau est le plus... En début de journée, vous voulez dire ? Ouais, voilà, c'est ça. Je démarre ma journée par l'écriture. J'écris 1 chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, ça dépend sur quoi je travaille en ce moment. Alors je sais que vous écrivez manuellement avec un stylo. J'écris sur des carnets. Avec des feutres. J'aime beaucoup le geste d'écrire, en fait. Je trouve ça plus agréable. Et puis, ça me permet aussi, puisqu'après, je vais retravailler, je vais passer ce texte sur l'ordinateur, je vois tout de suite les trucs qui vont pas, en fait. Enfin, ça pourrait être la même chose si c'était écrit directement à l'ordi, mais je sais pas, ça fonctionne pour moi mieux comme ça. Donc après, cette deuxième relecture au moment où je retape mon texte me permet encore de l'améliorer à ce moment-là. Mais vous retapez dans la même journée un chapitre, en fait ? C'est ça. Je l'écris, je fais souvent un petit truc, une petite pause. Une interview pour France 2. Voilà. Et puis ensuite, là, je vais le faire sur l'ordi. Et puis, j'ai déjà pris un peu de recul par rapport à ce que j'ai écrit et ça m'aide à l'améliorer. Et l'après-midi, ça va être plus des tâches administratives et des appels avec des salons du livre qui m'invitent, enfin voilà, pas mal de choses. Je sais que pour des thématiques un peu plus compliquées, vous vous documentez beaucoup. Oui. Il y a un gros travail forcément de documentation en amont. Oui, évidemment, enfin quel que soit le sujet, souvent je me documente beaucoup, parce que ça serait un peu... Enfin, je vois pas comment ça serait possible d'écrire quelque chose sans vraiment maîtriser le sujet, ça serait un petit peu bizarre. Et mon dernier roman qui est sorti, qui s'appelle Prisonnière du désert, la thématique la plus importante, c'est le harcèlement scolaire. Donc évidemment que j'ai été lire beaucoup d'interviews, écouter des podcasts, voir des émissions qui étaient enregistrées, des documentaires, etc. Et puis, comme ça se passe en Australie, dans le désert australien, j'ai jamais mis les pieds là-bas, mais il fallait que ce soit vraiment crédible. Donc j'ai été aussi énormément sur des blogs de voyageurs. Maintenant, je connais bien l'Australie, alors que j'y suis jamais allée. Oui, alors ça, c'est un peu l'avantage des romanciers de 2025, c'est qu'il y a une facilité quand même d'avoir accès à de la documentation qu'avant. C'est ça, ouais, sur Internet, on trouve plein de choses, on a les bibliothèques, on peut aller voir des gens. Quand j'ai envie aussi de faire une histoire, par exemple, avec un boulanger, alors souvent, il y a des problèmes médicaux dans mes histoires, j'ai une amie infirmière, je l'appelle. Moi, j'aurais besoin de te poser des questions avant l'écriture de mon roman. Vous parlez d'avoir envie de raconter des histoires, mais est-ce que maintenant ce sont vos éditeurs qui vous demandent des histoires ? Est-ce qu'on vous impose des thèmes ? Ou est-ce que vous êtes libre ? Comment ça marche ? Vous travaillez avec plusieurs éditeurs, parce que vous avez plusieurs séries différentes. Est-ce que vous êtes contractuellement engagé avec un éditeur sur un certain nombre de romans ? Comment ça marche ? Alors non, en fait, souvent j'écris ce que j'ai envie d'écrire, et ensuite je cherche la maison d'édition à qui le texte pourrait convenir. Et puis parfois, il y a aussi ça, il y a les commandes, comme vous dites. Un éditeur peut m'appeler et me dire, on cherche quelqu'un, on a pensé à vous pour telle thématique, est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que c'est plus dur, ça ? Il y a une petite pression, forcément, au moment de l'écriture, parce qu'on se dit, j'espère que je vais être à la hauteur, qu'ils vont pas être déçus par ce que je vais leur proposer. Donc il y a une petite pression. Il y a plus de relecture aussi dans ces cas-là, ou pas ? Où l'éditeur relit à chaque fois, et qu'il y a ce moment-là un peu d'inquiétude quand même, est-ce que ça va plaire ? Ou est-ce que vos enfants sont des bêta-testeurs ou pas ? Ou votre amoureux Voilà, la vie d'un livre avant qu'il arrive, Est-ce qu'il est beaucoup retravaillé par d'autres que vous ? Ou est-ce que maintenant vous avez suffisamment de bouteilles pour que ça passe ? Alors, il y a déjà ma maman qui relit toujours tous mes manuscrits. Ouais. Oui. Elle est vraiment super gentille. C'est votre première lectrice. C'est ma première lectrice. Et du coup, c'est aussi celle qui va corriger les fautes parce que
On a beau être pas trop mauvais en français, il y a toujours des fautes qui restent dans un texte qu'on a écrit. Est-ce que c'est conseillé, ça, que ça soit quelqu'un de très proche qui soit son premier lecteur, par exemple? Est-ce qu'il n'y aurait pas un côté un peu trop... en tant que premier lecteur, on aurait du mal à être assez franc, ou est-ce que votre maman, elle est cash? Ah Elle vous non, dit quand ma ça va maman, pas? elle me dit tout de suite. Ok. Puis si ça lui plaît pas, elle va me dire aussi, bon, là je trouve que... D'accord. Donc c'est vachement bien, quoi. Ça fait un super retour. Ça coûte moins cher. Et ça coûte moins cher. Et il y a aussi mes filles, parfois, qui lisent et qui me font des retours très intéressants. Et puis après, parfois, ça arrive aussi qu'il y ait certaines classes avec qui je travaille qui acceptent de lire ce que je suis en train d'écrire au fur et à mesure. Et donc, c'est super intéressant aussi d'avoir le retour des ados sur mes livres en cours. Donc voilà. Et puis des copines autrices aussi. Ça m'arrive de leur envoyer quand je suis pas forcément sûre ou quand je bloque sur un truc que j'arrive pas à décoincer. J'en parle avec des amies autrices et voilà, généralement, on trouve la bonne idée. Vous écrivez combien de romans par an, à peu près? Est-ce qu'il y a une moyenne? Je dirais entre 1 et 3, ça dépend des années. Mais là, en ce moment, par exemple, j'ai terminé un thriller au mois de juin. Je sais qu'il faut que je fasse que je retravaille dessus maintenant. Après le premier jet, il faut le relire et retravailler dessus. J'en ai commencé un second, mais qui n'est pas totalement fini. Et je suis presque en train de terminer un autre roman en coécriture avec une autrice qui s'appelle Marie Lecusiat, qui, elle, est en Bretagne. Et donc, justement, ça tombe bien qu'on ait la technologie qui nous permette ça, puisque on échange par mail et on avance comme ça. Vous aimez beaucoup les collaborations, vous travaillez aussi avec des illustratrices pour les livres pour enfants. C'est rarement en solo, un projet de Sandrine Beau, j'ai l'impression. Alors ça arrive, mais c'est vrai que c'est vachement sympa de travailler à plusieurs. Enfin, sinon c'est un métier vraiment solitaire. Et il y a Margot Grapp, donc qui est une illustratrice byzantine avec qui j'aime beaucoup travailler. Avec Margot, on a déjà fait 2 albums ensemble. On a en projet d'en faire 2 autres. Elle va faire prochainement une résidence dans le sud de la France. Elle va travailler sur ces projets-là. Et justement, on a eu envie aussi avec Margot. Je lui ai proposé, moi j'avais envie qu'on essaie de faire une adaptation scénique d'un de nos albums. Et c'est ce qu'on a fait. On a monté un spectacle. Et ça, c'était vraiment incroyable parce que c'était une aventure totalement inattendue. C'était génial. On peut en trouver des traces sur Internet, et là j'imagine que c'est une sorte pas de revanche sur la vie, mais du coup ça vous permet de concilier un peu plusieurs passions, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Et puis moi, j'ai fait beaucoup de théâtre et de clown aussi quand j'étais ado. Et c'est vrai que retourner sur scène, c'est un grand plaisir, un grand bonheur. Est-ce que vous êtes devenu bankable pour les éditeurs jeunesse? Est-ce que Sandrine Beau, c'est un nom qui marque, ou est-ce que le milieu est beaucoup trop concurrentiel pour en être là? Je pense que Bankable, il faut avoir vraiment fait un énorme succès. Mais je pense qu'il y a pas mal d'éditeurs qui me connaissent maintenant. Alors je sais pas trop quoi répondre à cette question. J'ai eu des livres, je sais, qui ont bien marché. J'ai notamment un album pour enfants qui s'appelle Le Petit Chaperon qui n'était pas rouge, qui est sorti chez Milan, avec des illustrations de Marie Desbons. Et ce livre-là a une belle vie, puisqu'il est retourné plus de 10 fois à l'impression. Donc on en est à un peu plus de 40 000 exemplaires, donc c'est un joli succès. Et puis... ça, alors juste techniquement, quand les droits sont partagés, ou est-ce que l'illustratrice, entre guillemets, touche plus que l'autrice, parce que c'est un livre pour enfants et que les illustrations sont importantes? Voilà, je me pose la question. Non, en fait, c'est partagé, effectivement, 50-50. On a eu une petite avance au départ. Souvent, les illustrateurs et illustratrices ont une plus grosse avance, c'est-à-dire en termes de frais de matériel, peut-être? Voilà, j'imagine que c'est pour cette raison-là. Et puis ensuite, comme on a les mêmes droits d'auteur, elle mettra un peu plus de temps à rattraper son avance, puisque ça veut dire que c'est une avance sur les ventes qu'on va faire. Et moi, je vais donc régulièrement avoir un peu plus d'argent qu'elle pour qu'on arrive à la même somme. Moi, personnellement, je vous ai connu grâce à une série pour enfants jeunesse qui s'appelait Anna. Ça racontait l'histoire d'Anna Pavlova, la célèbre danseuse étoile russe. Et typiquement, dans ces cas-là, il faut que le binôme soit efficace. C'est-à-dire que, est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler avec quelqu'un dont vous n'aimiez pas les dessins, ou c'est pas possible? Ça a pu m'arriver, mais c'est rare. Souvent, on en discute avec les éditeurs-éditrices. Ouais. Et Parce que c'est eux qui créent les binômes, généralement. C'est eux qui créent les binômes, et généralement, ils nous demandent, on a pensé à ces 3 personnes-là. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu as un coup de cœur pour l'une ou l'autre? C'est-à-dire que la romancière, ou est-ce qu'il pose la même question à l'illustratrice, mais est-ce que la romancière a une sorte de droit de regard sur... c'est-à-dire que généralement, on va choisir quelqu'un dont on aime l'univers, et puis ensuite, l'illustrateur ou l'illustratrice va décider s'il a envie de partir sur ce projet-là ou pas. Donc, il peut très bien lire le début
du roman ou de l'album et dire bah non, ça m'inspire pas, j'ai pas envie, quoi. Donc ils ont aussi leur mot à dire. En ce moment, vous faites beaucoup de romans pour ados. J'ai l'impression qu'il y a un travail un peu plus sur pour ce public-là, parlez beaucoup de thrillers. Oui. Là, vous êtes en train de nous expliquer. Ça me fait penser il y a une jeune lectrice que je connais bien qui m'a envoyé un petit texte pour me parler. Je lui ai demandé qu'elle me parle de votre livre Peur dans la neige, qui fait partie un peu de vos best-sellers. En tout cas, c'est vraiment un livre qui a très très bien marché. Elle m'a dit, c'est un récit à la fois trépidant et émouvant qui m'a beaucoup plu. On s'accroche vite au personnage, on devient nerveux quand le suspense monte. On est tenu en haleine durant l'intégralité du livre et ça donne envie de le lire pendant toute la journée. Je le recommande vivement aux enfants à la recherche de frissons et d'aventures. Ah, c'est génial. Merci. Non, mais ça veut dire que est-ce que vous savez, quand vous terminez ce genre d'ouvrage, par exemple en l'occurrence Peur dans la neige, est-ce que vous savez si ça va marcher ? Alors c'est rigolo que vous me posiez cette question parce que Peur dans la neige, quand je l'ai terminé, je me suis dit ouais, je pense que là j'ai écrit un truc pas mal, ça devrait fonctionner. Je l'ai envoyé aux éditeurs avec qui j'avais l'habitude de travailler et personne n'en a voulu. Donc j'étais un peu surprise, mais je me suis dit bon bah ça arrive, hein, c'est pas grave, je vais envoyer à d'autres éditeurs avec qui j'ai jamais bossé. Et ça n'a pas marché non plus. Donc j'ai gardé ce texte dans mon ordi en me disant bah ouais voilà dommage, j'ai bossé 3-4 mois là-dessus et visiblement ça fera rien. Et il y a une éditrice avec qui j'avais jamais travaillé, j'avais pas pensé à la contacter, qui elle est venue vers moi en me disant on est en train de mettre au point notre prochaine collection de romans, on aime bien ce que vous faites, est-ce que vous auriez quelque chose à nous proposer ? Je me suis dit ah il y a celui-ci, je vais quand même le relire puisque personne l'a trouvé bien, donc je vais quand même le relire. Je le lis, je me dis bah si, je le trouve bien, donc je lui envoie. Et dans la journée même, elle m'a répondu, donc c'était l'éditrice de chez Mijade, elle m'a dit bah on l'adore et on le prend et il sortira l'année prochaine. Et ce livre-là a été sélectionné ensuite à de nombreux prix littéraires et a remporté les votes des enfants pour le prix des Incorruptibles, qui est un prix qui est très très lu en France. Ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers d'enfants qui ont voté pour ce livre. C'était leur préféré cette fois-là. Ça, c'est quand même le pied de nez quand même aux éditeurs qui n'ont pas toujours, heureusement, le nez creux. C'est aussi une histoire de... Mais alors là, c'est aussi un coup de foudre, là, j'ai l'impression, avec une éditrice, là, finalement. Là. Il y a quelque chose... Enfin, il y a une femme qui a cru... qui a aimé ça, quoi. Oui, voilà, en fait, je pense qu'il y a une histoire de moment, une histoire de personne, une histoire de... Ça va accrocher avec quelqu'un et pas forcément avec quelqu'un d'autre. Mais alors du coup, une fois qu'on a goûté à ça, et maintenant que vous avez obtenu une quarantaine de prix pour... il y a quand même la liste est longue de vos livres qui ont obtenu des prix, mais est-ce que vous réussissez à ne pas penser, au moment de créer un livre, à réussir à refaire un succès ? Ou est-ce qu'il faut penser à ça, au contraire ? J'ai jamais ça en tête, en fait. J'écris vraiment ce que j'ai envie d'écrire. Après, une fois qu'il est sorti, alors il y a toujours une période de trac intense tant que j'ai pas les premiers retours de lecteurs et lectrices. C'est vrai que là, j'ai toujours peur que ça soit un flop. Quand je commence à avoir des retours positifs, ça va déjà mieux. Et puis après, s'il y a des sélections à des prix, évidemment, je suis ravie. Et si, en plus, j'ai la chance d'obtenir le plus de votes, que mon livre soit le lauréat, c'est vrai que c'est génial, quoi. On va pas parler d'argent brut, mais on est en train de parler de succès, de prix, de vente. Mais bon, voilà, on peut en témoigner. Vous vivez pas dans un château. Elle est jolie, votre maison, mais du coup, vous n'êtes pas J.K. Rowling, quoi. Non, évidemment. Il y en a qu'une, je crois, déjà. Oui. Vous n'avez pas de yacht amarré Non, malheureusement. Alors, on est 300 à vivre de ce métier, de vivre de la littérature jeunesse en France, donc c'est pas énorme. Hein. Et puis, je sais pas combien il y en a qui en vivent très très bien, mais j'ai pas du tout idée du nombre, mais il y en a pas tant que ça, quoi. Bon, vous, ça va, oui. Mais c'est juste un salaire moyen. Tout à fait. Vous auriez gagné plus d'argent à la radio ou c'est mieux qu'avant ? Non, c'est à peu près pareil, et puis ça va varier d'une année à une autre. Il y a une année, par exemple, je vais avoir beaucoup de publications, ou un livre qui va très bien se vendre, donc j'aurai plus de droits d'auteur, ou je vais faire plus de rencontres scolaires, qui est donc une deuxième partie de revenus pour moi. Donc voilà, on ne sait jamais d'une année à l'autre comment ça va se passer. Et est-ce que vous avez peur de la page blanche alors ? Non, en fait, j'ai pas peur de la page blanche, j'ai plus peur de pas avoir le temps d'arriver à finir mes projets. Parce que comme je me balade beaucoup en France, je suis souvent en déplacement, il y a des moments où j'arrive plus à écrire. Vous écrivez pas dans le train ? Parfois oui, mais c'est compliqué quand même, on a besoin de se plonger. Et puis quand j'ai fait 3 ou 4 jours de rencontres scolaires, je mets de l'énergie quand je vais dans les classes, c'est normal, faut pas que les enfants aient l'impression de se retrouver face à un mollusque. Hein. Donc quand je rentre, je suis un peu crevée, quoi. Donc... pas toujours facile. Vous parlez des enfants. Comment vous les trouvez, les enfants, en 2025 et leur rapport à la littérature, au français ? Vous voyez beaucoup d'écoliers d'école primaire, aussi des collégiens.
Est-ce que la littérature est pour eux un plaisir? Est-ce que c'est une souffrance? Alors il y a tout, il y a les très très bons lecteurs et très très bons lectrices qui vont dévorer des romans, des sagas. La majorité quand même, c'est souvent des enfants qui ont un peu plus de mal avec la lecture. Alors il y en a beaucoup qui pensent qu'ils n'aiment pas lire, et quand on leur demande mais qui lit des BD? Et là on a pratiquement la moitié de la classe qui lève la main, et quand on dit qui lit des mangas? On a pratiquement les 3/4 de la classe qui lèvent la main. Donc je leur dis, vous voyez, vous êtes des lecteurs et des lectrices. Il n'y a pas que les romans. Mais effectivement, le roman, quand il n'y a pas le soutien des images, parfois ça peut être compliqué pour certains. Mais ce qui est génial, c'est que ça m'arrive aussi, justement, c'est pour ça que j'écris des thrillers, c'est parce que je me suis rendu compte qu'avec le suspense, c'est un moyen d'accrocher, en fait, les enfants. Et régulièrement, dans une classe, il y a toujours un ou une enfant qui va me dire, ou un ado, qui va me dire, c'est le premier livre que j'ai lu en entier, c'est le premier livre que j'ai aimé. J'ai pas pu le lâcher. Et donc, c'est vrai que des fins de chapitres, moi j'ai écrit des chapitres pas très longs, avec des fins toujours très accrocheuses, où on sait pas ce qui va se passer derrière. Et quand il y a plusieurs personnages, c'est un moyen de les faire rentrer dans la lecture et d'y prendre du plaisir. Dans votre, je disais, vous avez fait des choix de thématiques qui sont pas simples. J'ai lu Théa Tehet hier pour préparer cette interview, l'histoire d'une jeune fille, Théa, sur fond d'inceste et de drames familiaux et de violences intrafamiliales. Ça, c'est la maman qui souhaite écrire là-dessus, ou c'est la romancière, c'est la femme de 2025 qui aime. Pourquoi est-ce que vous voulez écrire pour les ados sur ces thématiques-là? Parce que c'est des thématiques que je trouve importantes, surtout quand on se rend compte des chiffres. Il y a quand même 300 000 enfants en France chaque année qui sont victimes de violences sexuelles, donc c'est quand même un chiffre complètement affolant. Et en plus, on sait que ce chiffre-là, c'est seulement les enfants qui ont parlé, et on sait très bien qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été victimes qui n'ont pas parlé. Donc c'est forcément plus d'enfants que ça. Et comme on en parle très peu, je trouve que c'est important de pouvoir dire tu n'es pas tout seul. C'est des choses malheureusement qui arrivent, et il faut absolument arriver à parler à quelqu'un. Et donc pour moi c'était important de parler de ce sujet-là, de pouvoir donner des ressources, surtout qu'à la fin de ces livres-là, j'ai demandé à mes éditeurs et éditrices de mettre des numéros qu'on puisse joindre, donner des infos pratiques et utiles. Et aussi pour espérer, je sais pas, c'est ma petite pierre à l'édifice, pour espérer que les choses bougent un peu. Que les prédateurs aient moins le travail facile, on va dire. Vous aviez aussi fait Derrière la porte de la salle de bain, oui. Qui parlait aussi de ces thématiques-là. Est-ce que vous avez eu des retours? Est-ce que vous avez des lectrices qui oui. vous ont dit que... Et ça, alors, comment on vit ce moment-là? Alors, j'ai donc écrit La porte de la salle de bain, effectivement, qui s'adresse aux enfants à partir du CM1, CM2. Il a été lu dans les classes à partir de cet âge-là. J'avais écrit après aussi un autre roman qui s'appelle Le jour où je suis mort et les suivants, qui parlait spécifiquement du viol sur les garçons, puisque malheureusement, les stéréotypes dans la tête des enfants, des ados et même des adultes, c'est les filles qui sont des victimes. Et forcément, quand on est un garçon, on a l'impression d'être le seul au monde à avoir vécu ça. Donc j'avais envie d'alerter là-dessus. Et il y a eu effectivement des enfants qui ont pu ensuite, c'est les enseignants qui m'en ont parlé, qui ont pu ensuite se confier à leurs enseignants. Dans les salons, il y a souvent des adultes qui viennent me voir et qui me disent c'est mon histoire, et qui me racontent des choses qu'ils n'ont jamais racontées à personne. Il y a des enfants qui m'écrivent aussi, et je sais que dans les CDI des collèges, il y a très souvent La porte de la salle de bain, il y est pratiquement toujours quand j'y vais, et les professeurs documentalistes me disent celui-ci on le rachète tout le temps parce qu'il est régulièrement volé, mais ça nous pose pas de problème parce qu'on sait que s'il est volé, c'est que c'est important. Donc voilà, je pense que ce sont des livres qui tracent, j'espère qu'ils ont au moins un impact sur quelques ados et enfants. C'est presque un peu du militantisme de votre part, d'un côté positif, c'est-à-dire, vous écrivez, vous voulez quand même écrire utile. De toute façon, chaque livre est utile, en fait. Oui, mais après, je sais pas si je pense à l'utilité, mais en tout cas, c'est comme si c'était quelque chose, en fait, qui transpirait de moi. Je me vois pas faire autrement. Oui, mais je sais que aussi, vous écrivez, par exemple, sur Alice Guy, femme cinéaste, oui. Je l'ai dit, Anna Pavlova, ou encore l'aviatrice Élise Desroches, personnage féminin fort. Oui, vous avez envie de montrer des personnages féminins forts, ancrés, et qui ont des héroïnes, quoi. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est parce que moi, je suis une fille, vous êtes un garçon, mais moi, mon premier grand choc à l'école, ça a été le jour où on m'a dit s'il y a 100 filles dans une pièce et un garçon, on va dire « il », en fait. Mais pourquoi ? Parce que le masculin l'emporte sur le féminin.
D'accord, ok, bon, ouais. Pendant ce temps, les garçons se gargarisent dans la classe. Et puis, quand on étudie des grands personnages aussi de l'histoire, il y a que des hommes. Alice Guy, c'est le cas absolu. Elle est presque l'inventrice du cinéma. Alors, elle n'est pas l'inventrice du cinéma, puisqu'il y a eu les frères Lumière qui ont inventé le procédé, mais elle a été la première cinéaste en France. C'est quand même une femme qui a réalisé plus de 1000 films dans sa carrière, qui a monté sa propre société de production aux États-Unis, qui a une deuxième carrière là-bas, qui a été à un moment la femme la plus riche des États-Unis, donc elle avait un succès fou. Et si on pose la question aux gens en France, presque personne ne la connaît en fait. Elle a été presque effacée de l'histoire, comme beaucoup de femmes qui ont fait des choses incroyables, mais ça n'a pas été relayé. L'histoire a été écrite beaucoup par des hommes, donc beaucoup de femmes sont passées à la trappe. Ça n'a rien à voir, mais je pense qu'on parlait de J.K. Rowling. En ce moment, elle est dans une sorte de gros bad buzz. Est-ce qu'on est aussi beaucoup plus dur avec les romancières femmes? Parce qu'elles sont beaucoup plus exposées. Je pense à Amélie Nothomb, je pense à Virginie Despentes. Est-ce que les femmes romancières, on leur cherche un peu plus de noises qu'aux hommes ou pas? Je pose une question comme ça. Je pense que dans la vie en général, de toute façon, les femmes doivent être, doivent être parfaites. Hein. Sinon, on est facilement... pour tout, quoi. Il n'y a pas du tout le même traitement, effectivement. On va excuser beaucoup plus de choses chez un homme que... Il y a quand même le poids du patriarcat, ça, c'est pas réglé, évidemment. Dans les salons de livres, comment vous vous situez généralement? On peut vous voir dans les salons, il y a le grand chapiteau avec les stars des romans qui viennent, les vedettes, invitées par les éditeurs ou par les magasins de livres. Et puis il y a le stand un peu jeunesse. Mm-hmm. Qui brasse beaucoup de gens, et voilà, comment est-ce que ce petit monde coexiste? Est-ce qu'il coexiste? Alors, c'est comme s'il y avait une espèce de frontière, en fait. C'est vrai qu'il y a peu de rapport entre la littérature générale et la littérature jeunesse. Alors, c'est peut-être un stéréotype, on arrive aussi quand même à discuter les uns avec les autres, mais c'est vrai qu'il y a quand même un espèce de... Je sais pas, d'entre-soi? Ouais, d'entre-soi, peut-être. Et... ça coexiste bien, puisque, je sais pas, moi ça me gêne pas, en tout cas, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Est-ce que vous aimeriez une fois, peut-être, être de l'autre côté? Alors c'est pas du tout un rêve, moi en fait j'aime beaucoup écrire pour les enfants et les adolescents. Mon plaisir de lire a été tellement lié à ce qui s'est passé dans ma vie quand j'étais petite, que je crois que c'est pour ça. Et puis peut-être parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté plus sérieux du côté littérature générale. Je sais bien que c'est complètement ridicule de penser ça, mais voilà, c'est quelque chose qui me bloque un peu. Je pense que j'irais plutôt dans la littérature générale par le biais de la BD, parce que là j'ai envie d'écrire des bandes dessinées plutôt pour adultes. J'ai un projet, mais qui pour l'instant est juste à l'état de projet. Mais voilà, je pense que ça sera plutôt par cette petite porte-là. Qu'est-ce qui vous plaît alors dans la bande dessinée? Quels sont les auteurs qui vous inspirent? Alors il y en a énormément, parce que si vous regardez les étagères ici, on est des grands lecteurs de bande dessinée, donc il y en a plein. Moi j'adore Manu Larsenet, j'adore Pénélope Bagieux, alors après ça c'est des grands noms, mais voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que le sujet, moi, sur lequel j'ai envie de travailler, celui qui pour l'instant me titille, on va dire le plus, c'est une histoire qui est en lien avec la famille de mon amoureux, parce que sa grand-mère à lui était fileuse de soie quand elle était petite. À 9 ans, elle s'est retrouvée donc dans une grande filature à devoir sortir les fils des cocons pour faire la soie. Donc c'était une dame, quand elle était âgée, qui avait des mains toutes tordues, toutes transformées. Et c'était un métier terrible, vraiment dans des conditions affreuses. Et il y a eu une révolte. Il y a quelques femmes qui, ça s'est terminé, elles sont même montées à l'Assemblée pour parler de leur métier. Et donc, voilà, ces femmes sont montées depuis les Cévennes jusqu'à Paris pour obtenir de meilleures conditions de travail. Et donc, la révolte des fileuses de soie, voilà, c'est un sujet sur lequel j'ai envie de travailler prochainement. Ça m'inspire deux choses, ça ferait un très bon film. Oui. Et il y a encore des histoires de femmes, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On parle d'histoire. J'ai essayé un truc, j'ai demandé à ChatGPT. Je lui ai écrit « Écris-moi une histoire de 10 pages, une nouvelle pour ado de 12 ans racontant une histoire d'amitié au collège. » Et le petit point, là, a clignoté 2 secondes. Et puis, il a commencé à me dire « Parfait, je vais te proposer une nouvelle de 10 pages, correspondant à une lecture fluide pour un ado de 12 ans. Elle raconte une amitié au collège avec un peu de suspense, d'émotion et une fin réconfortante. » Et en 20 secondes, j'avais mes 10 pages. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ouais, ça va vite. Ça m'inspire que... Alors, c'est un outil que parfois j'utilise, parce que c'est vrai que ça fait gagner du temps, par exemple, pour les recherches. Donc moi, je l'utilise parfois pour mes recherches.
Après, quand on lit ces histoires, elles sont pas mal, mais moi je trouve que ça manque quand même de l'émotion. Il manque, enfin, je sais pas, la patte de la personne qui va écrire. Ça reste un. De toute façon, ça reste quelque chose fait à partir de choses existantes, de toute Oui, façon. voilà. D'accord. Et pour moi, ça manque un peu de caractère. Donc, c'est vrai que c'est effrayant. Hein. C'est pas parce qu'on sait que ça va s'améliorer. Hein. Ça va forcément être. Mais voilà, on va dire que je fais l'autruche, que je continue à vivre ma vie d'écrivaine, et puis on verra. De toute façon, j'ai rebondi plein de fois. S'il faut rebondir encore une fois, on rebondira, et puis voilà. Mais vous avez encore beaucoup de choses à raconter. La prochaine, vous m'avez dit, c'est la prochaine histoire? Alors j'ai plusieurs choses en cours. J'ai une histoire d'amour justement au collège. Ça c'est la coécriture, le roman en coécriture. Il y a aussi un thriller qui va parler aussi sûrement de l'esclavage moderne. Ça sera la thématique qui s'est imposée dans cette histoire. Et puis dans l'histoire d'amour, il y aura aussi une histoire par rapport au respect de la différence. C'est-à-dire que ce sont deux ados qui ont vécu, qui sont marqués dans leur corps. Et qui sont pas forcément, enfin, qui sont la cible de moqueries, etc. Est-ce que les rencontres avec les jeunes vous inspirent des histoires? Est-ce que vous avez déjà vu des jeunes au fond d'une classe et vous vous disiez qui vous donnaient envie d'écrire un roman? Oui, bien sûr. Déjà l'ambiance des classes et puis les retours, la façon dont ils parlent, ce qui les intéresse. Forcément, si j'allais plus dans les classes, je pense que je serais complètement en décalage. Donc c'est important aussi d'aller dans les classes pour écouter ces ados, écouter ce qu'ils ont à dire, voir ce qui les intéresse, ce qui les fait vibrer. Et d'ailleurs, là, j'ai eu donc envie d'écrire cette histoire d'amour parce que les retours que j'ai eus, c'est dans votre histoire, mais pourquoi ils n'auraient pas pu un moment être ensemble? Non, vous n'allez pas faire une autre histoire où ils pourraient devenir amoureux? Il n'y aura pas une suite. Et il y avait beaucoup de demandes sur des histoires d'amour. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me suis dit, quand on a 12, 13, 14 ans, ben, il y a peu de livres en fait qui existent, il y a peu de films qui racontent des histoires d'amour ou de séries d'enfants si jeunes. Et ben oui, ils ont sûrement besoin qu'on leur parle aussi des émotions et des sentiments. Dernière question, est-ce qu'il y a un compliment? Est-ce qu'il y a un jour quelqu'un qui vous a dit quelque chose et que ça vous a chamboulé, adulte ou enfant? Ah oui, il y a eu plusieurs fois, oui. Il y a eu... à chaque fois qu'on me dit que c'est le premier livre qu'on a aimé lire, c'est sûr que ça me retourne comme une crêpe à chaque fois, vraiment. Et puis, quand des gens viennent me parler de ce qu'ils ont vécu, notamment par rapport au sujet des violences sexuelles, c'est sûr que quand on a quelqu'un qui se confie, qui n'a jamais raconté quoi que ce soit avant, et qui vient raconter son histoire, c'est des moments forts. Enfin, il y a même souvent des étreintes quoi qui se passent. Je me lève de ma table, voilà, et on fait un hug avec la personne parce que ça déborde de partout, quoi. Les émotions, elles sont très 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 fortes. Et ça, on peut le dire aussi dans les salons. Les salons de livres, c'est aussi l'occasion de ça, d'aller voir la personne et de discuter avec l'auteur, et que on peut inciter les gens à le faire, quoi. C'est-à-dire oui, faut pas hésiter. C'est ça qui rend heureuse dans les salons. C'est pas juste écrire son nom sur un livre. C'est les échanges qui se passent avec les lectrices et les lecteurs. Vous racontez toujours des histoires à vos enfants, c'est fini ça? Ils sont grands maintenant. Ils sont grands. Donc non, j'en raconte pas. Pour l'instant, non, pas trop. Mais parfois, avec ma deuxième fille, on réfléchit ensemble à des synopsis sur un prochain roman où je lui dis tiens, je bloque là-dessus, qu'est-ce que t'en penses? Et elle me dit ah ben s'il faisait ça. Et donc en discutant ensemble, c'est une autre façon en fait de partager le plaisir des histoires. Bon, après pour le business, il faudrait qu'il y ait des petits enfants et puis comme ça, on va pouvoir repartir dans un cercle. Ouais, on va leur dire. Et si la carrière de romancière doit s'arrêter, on fait quoi? Je sais pas, on verra. On verra. Merci. Merci Clément.